Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h, voici les titres. Lors de son récent séjour en France, à l'occasion du 17e Forum économique sur l'Afrique, Daniel Kablan-Duncan a visité la station F, le plus grand incubateur au monde qui fait de Paris la capitale mondiale des startups. Vous le verrez en tout début de journal. Il sera mis en place des agropoles dans 9 régions de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des recommandations de l'atelier de finalisation du PNIA 2 qui vient de s'achever. Le document attend la validation des stratégies de sa mise en œuvre. La campagne présidentielle au Libéria s'est finie depuis hier dimanche. Le pays a vécu ces dernières heures de campagne avec une forte mobilisation des jeunes. Vous pourrez suivre le reportage de Gabriel Zani qui est sur place. Ce sera en fin de journée. Daniel Kablan-Duncan était en France les 4 et 5 octobre dernier à l'occasion du 17e Forum économique sur l'Afrique où il représentait le chef de l'État. En marge de ce forum, le vice-président a visité la station F, le plus grand incubateur au monde, qui fait donc de Paris la capitale mondiale des startups. Station F qu'une délégation ivoirienne visitera très prochainement pour permettre à nos start-upers de s'en inspirer. Jérôme Kofi Abola était l'envoyé spécial de RTI1 à Paris. Une journée de découverte à Paris pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan. La visite qu'il a effectuée à la station F entendait le plus grand incubateur du monde pour parler des start-up dans la capitale française. Cette station constitue donc un espace de création et surtout de travail pour des jeunes start-upers. Pour le vice-président ivoirien, c'est un véritable laboratoire qui doit faire école en Côte d'Ivoire afin de permettre aux jeunes Ivoiriens start-upers d'être en mesure d'exprimer leur génie créateur. Le nombre de startups ici et les secteurs dans lesquels ils travaillent, c'est vraiment passionnant de voir cela. Au niveau donc de la Côte d'Ivoire, la TIC représente actuellement 7 à 8% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le président a demandé qu'on puisse le faire passer, disons qu'au double 15% entre 2020 et 2030. Pour pouvoir aller aussi vite, il faut tirer profit de ceux qui ont réussi. Et je pense que là, c'est une réussite extraordinaire. Et il conviendrait qu'on ait des délégations qui viennent regarder et tirer profit de ça. En plus de cette visite à la station F, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé successivement avec 2 personnalités. À retenir pour commencer les entretiens avec l'ancien directeur général du FMI, les propos de Michel Kamdessu à l'issue de cette rencontre avec le vice-président ivoirien. La Côte d'Ivoire a progressé à pas de géant dans sa propre remise en ordre et dans surtout la préparation de l'avenir. Cet entretien pour moi a été vraiment une occasion une fois de plus de me réjouir pour votre pays, de voir la manière dont il est conduit et la claire vision de son avenir de ses dirigeants. L'autre personnalité reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan est le vice-président Afrique de Airbus, Vincent Larnicole, qui s'est félicité de cette rencontre. Nous travaillons déjà beaucoup en Côte d'Ivoire sur un certain nombre de sujets, naturellement avec Air Côte d'Ivoire, qui est un succès que nous apprécions beaucoup. Et donc les discussions aujourd'hui ont porté sur la préparation de visites, je dirais, de très haut niveau ivoiriennes chez Airbus. Et donc nous envisageons effectivement un certain nombre de sujets de coopération, naturellement, qui seront en ligne avec ce que nous avons déjà démarré ensemble. Et nous espérons effectivement une coopération encore plus intense. Le vice-président Afrique de Airbus, à l'instar de l'ancien directeur général du FMI, a aussi indiqué que ces entretiens sont à mettre au compte de la grande confiance dont la Côte d'Ivoire fait toujours l'objet vis-à-vis de ses différents partenaires. Abidjan accueille depuis ce matin le 4e Forum Afrique-Europe de la jeunesse. L'ouverture des travaux s'est tenue en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce 4e forum qui durera 3 jours portera sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Les milliers de jeunes africains et européens participants vont plancher sur leurs défis communs que sont le chômage, la migration clandestine ou encore le terrorisme. Ce forum Afrique-Europe de la jeunesse se tient en prélude au 5e sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne qui se tiendra fin novembre prochain, ici même à Abidjan.
Dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, 7 jeunes porteurs de projets viennent de bénéficier de financements pour leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Le reportage de Grace Kando. Jean-Luc a bénéficié l'année dernière d'un financement d'1 500 000 francs CFA pour accroître ses activités dans le domaine de la confection des pagnes baoulés. Comme lui, plusieurs jeunes ont aussi bénéficié d'appui dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat. À l'issue des travaux du comité international de sélection tenu à Mahé aux Seychelles, 7 projets sur 10 ont été retenus pour l'année 2017, montant 13 150 000 francs CFA. Ces projets, tous individuels, couvrent 3 domaines que sont le commerce pour 2 projets, les services pour 3 projets et l'artisanat pour 2 projets. Chers amis jeunes, bénéficiaires de ces fonds, vous avez une obligation de résultat, car vous êtes entièrement responsable de la gestion de vos projets. Saisissez cette opportunité afin de prendre la place qui est la vôtre dans vos communautés respectives. Les bénéficiaires, dont l'âge varie entre 27 et 34 ans, s'en réjouissent. Mon projet, c'est celui de la vente et de la location des vêtements de cérémonie et des pagnes. C'est une grande joie pour moi parce que ça va me permettre d'employer aussi d'autres personnes et voler aussi de mes propres ailes. Nous venons de bénéficier d'un fonds d'une valeur de 1 500 000 francs. Et nous comptons l'utiliser à bon escient pour permettre à chacun de nous et à nos frères et sœurs de pouvoir en bénéficier. Ce financement pour l'autonomisation des jeunes s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les États membres de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports. Nous sommes lundi 9 octobre et comme le 9 octobre de chaque année, l'on célèbre la Journée mondiale de la Poste. Cette année, la célébration mettra l'accent sur les réformes engagées par l'État afin de redynamiser le secteur de la Poste et de l'économie numérique. Le message du gouvernement a été recueilli pour vous par Christiane Kogbi et Serge Coléa. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, l'activité postale connaît de profondes mutations. Pour exister, les établissements postaux doivent s'adapter à ce nouveau contexte. La célébration de la Journée mondiale de la Poste donne l'occasion au gouvernement ivoirien de réaffirmer ses ambitions dans ce secteur. Chers compatriotes, ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous en faisant en sorte que notre secteur postal soit véritablement de son temps, en travaillant à la construction des 3 dimensions de la poste du futur, que sont la poste physique, celle du courrier et davantage aujourd'hui du colis, la poste financière qui peut jouer un rôle essentiel dans les politiques d'inclusion financière mises en œuvre par nos États et la poste numérique qui s'impose dans un monde de plus en plus dématérialisé et où le numérique devient un instrument incontournable de création de valeur. À ce jour, plus d'1 milliard de personnes dans le monde possèdent un compte postal et les postes contribuent à plus de 1 500 milliards de francs CFA au commerce électronique. Le défi majeur en Côte d'Ivoire, selon le ministre, est de développer les différentes activités économiques liées à la poste moderne. C'est pourquoi des réformes ont été mises en place. Il convient de rappeler que depuis 2013, un plan de restructuration de la Poste de Côte d'Ivoire, opérateur postal universel, a été adopté par le gouvernement et est en cours d'exécution. Cela permet aujourd'hui à la Poste de Côte d'Ivoire de se reconstruire progressivement dans un cadre réglementaire assaini, en adéquation avec les nouveaux enjeux et défis auxquels son activité est confrontée. Elle a ainsi lancé, au cours des derniers mois, plusieurs services nouveaux qui répondent aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante. Et il s'agit notamment du courrier express, du courrier hybride, du commerce électronique, des services financiers de proximité permis par le récent partenariat avec un groupe financier spécialiste du domaine. Au plan international, des acquis importants sont à noter, notamment la désignation de la Côte d'Ivoire pour organiser en 2020 le 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle. Le ministre invite tous les acteurs du secteur à se mobiliser pour la réussite de cet événement.
On l'a appris ce matin, le prix Nobel d'économie a été décerné à l'Américain Richard H. Thaler pour ses travaux sur la finance comportementale. Le ministère des Affaires étrangères et le Haut Commissariat pour les réfugiés accentuent la lutte contre l'apatridie. Pour cela, ils sollicitent l'appui de la presse nationale et internationale. Ces hommes et femmes des médias ont été formés récemment sur les causes, les conséquences et les solutions pour mettre fin à l'apatridie qui touche environ 700 000 personnes ici en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé-Blé. Ce message. Tout enfant qui naît doit être déclaré dans un délai de 3 mois après la naissance. C'est ça qui permet à l'enfant d'exister juridiquement dans les fichiers de l'État. C'est autre. Une personne sans papier peut devenir un apatride. Alors, chers parents, s'il vous plaît, déclarez vos enfants pour éviter les risques d'apatridie. Pour la vulgarisation de ces messages et l'ensemble de ceux qui sont élaborés dans le cadre de la lutte contre l'apatridie, les médias sont appelés à être en première ligne en Côte d'Ivoire. Le HCR et le ministère des Affaires étrangères, par le biais du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, le Sahara, ont choisi de faire d'eux des relais fiables de cette lutte. Convaincus du rôle prépondérant des médias, de la communication qui est de donner une voix aux sans-voix, un visage aux sans-visage, une protection aux sans-droit, nous avons jugé opportun d'ensemble, nous tous, nous soyons en mesure de trouver une solution en vue de l'éradication de l'apatridie en Côte d'Ivoire et dans le monde. Parce que considéré par aucun État comme son ressortissant en application de sa législation, la personne apatride est dépourvue de nationalité. Elle n'a souvent pas le droit d'aller à l'école, de consulter un médecin, d'occuper un emploi, d'ouvrir un compte bancaire, d'acheter une maison ou même de se marier. Les apatrides seraient 700 000 en Côte d'Ivoire, plus de 10 millions dans le monde. L'apatridie reste une préoccupation pour la CEDEAO. Ces États se donnent jusqu'en 2024 pour l'éradiquer. Après le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, c'est le boulevard Nangui Abrogwa d'Adjamé qui reçoit ce lundi l'équipe du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable dans le cadre de l'opération Grand Ménage. À cette occasion, le ministère a annoncé que l'axe mairie-ex-cinéma Krenjabo est fermé à la circulation, mais aussi au commerce. Le reportage complet de Grace Kando dans nos prochains journaux. Il sera bientôt mis en place des agropoles dans 9 régions de la Côte d'Ivoire. C'est en tout cas l'une des recommandations de l'atelier de finalisation du PENIA 2 qui vient de s'achever et auquel ont pris part des centaines de participants. Pour être opérationnel, le document attend à présent la validation des stratégies de sa mise en œuvre. Les précisions de Noël Niagno. Avec la fin de cet atelier de finalisation du PENIA 2, au revoir au Programme national d'investissement agricole de première génération. Il aura permis, sur 4 ans, de défricher le terrain agricole ivoirien dans toutes ses composantes. Voici venue maintenant l'heure du labour avec le PENIA 2, Programme national d'investissement agricole de la deuxième génération, et cela sur 8 ans. Sa composante spécifique, les agropoles. Les agropoles sont des zones que nous avons délimitées, qui sont des zones homogènes en termes de similarité de production, en termes de similarité des sols, en termes de similarité des façons de faire des acteurs qui sont sur le terrain. Ces agropoles sont au nombre de 9. Et dans ces agropoles, nous allons mettre en œuvre des programmes agricoles de façon intégrée, depuis la semence jusqu'à la commercialisation. Voilà l'instrument de souveraineté qui va redonner espoir au monde rural et faire de l'agriculture la véritable locomotive du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il a fallu 3 jours pour donner forme à cette innovation, à travers échanges, discussions en commission, puis en plénière. Les participants à cet atelier, plus de 200, issus des secteurs publics, privés et des organisations agricoles, se sont séparés avec la certitude qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le monde rural. Le PENIA 2 prend en compte le problème des femmes et les problèmes des jeunes. Et vous savez que nous avons des difficultés pour l'accès à la terre, qui est vraiment un problème pour les femmes. Et aussi, il faut rendre ce métier plus attractif parce que les jeunes aujourd'hui
ont vraiment un besoin d'appui. Comment intéresser les jeunes à l'agriculture, parce qu'on a l'impression qu'on va à l'agriculture quand on n'a plus rien d'autre à faire. C'est faux. L'agriculture, c'est un métier. Donc il faut amener les jeunes à s'y intéresser. Il faut lever tous les obstacles, n'est-ce pas, qui freinent un peu le développement de l'agriculture. Bientôt, on aura les informations à tous les niveaux. Parce que le problème réel de nous, les producteurs, comment trouver les sources de financement, surtout en café cacao. Nous n'avons même pas l'information. Et dans la conclusion, il a été dit que les informations doivent être largement diffusées afin que nous sachions où aller. Prochain rendez-vous, la validation des stratégies de mise en œuvre. Et ce sera le début du commencement du PNIA 2. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, Korogo a abrité récemment les activités de la 7e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. La cérémonie officielle a eu lieu vendredi dernier en présence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaké. Parade carnavalesque à travers la ville et défilé des acteurs des différentes filières agricoles du pays. Nous sommes à la 7e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Les initiateurs ont inscrit les activités de cette édition dans la lutte contre les produits agropharmaceutiques prohibés. D'où le thème central de la célébration à Korogo. Quel avenir pour l'agriculture et l'environnement en Afrique face à l'invasion des intrants prohibés? Occasion donc pour Jennifer Ceres, présidente de AVA, de revenir sur l'ampleur des problèmes créés par les produits agropharmaceutiques prohibés. La forte causalité entre l'agriculture et l'environnement rend cette question de pollution si pressante qu'elle touchera toutes les vies du continent si nous gardons la langue dans le ventre. Oui, l'utilisation abusive et sans contrôle des intrants tue déjà notre agriculture, dévaste notre environnement et nous tuera un jour si nous n'y mettons pas un holà. Acteurs de développement local, parlementaires et partenaires du secteur agricole, tous saluent l'initiative. Une occasion rêvée de célébrer avec nos braves et valeureux producteurs qui chaque jour se sacrifient en vue de préserver la sécurité alimentaire, un maillon essentiel. La richesse dépend des capacités d'initiative et de la créativité des individus. Organiser un tel événement pour valoriser l'agriculture, c'est mettre en valeur les piliers des ressources de la Côte d'Ivoire. Une visite guidée des stands a ponctué la cérémonie. Venons-en à présent au MBA Entrepreneuriat qui veut amener les salariés et professionnels de tous les secteurs à entreprendre afin de créer des emplois. Le programme s'étale sur un an et il a permis de former à ce jour plus de 52 chefs d'entreprise. Nos reporters Fidèle Aigné et Abou Sanogo ont assisté le week-end dernier à la rentrée de la 3e promotion MBA Entrepreneuriat. Présentation de projets de création d'entreprise. Partage d'expériences et remise de diplômes à la promotion sortante. Nous sommes à la rentrée de la 3e promotion de MBA Entrepreneuriat, un programme qui vise à susciter l'esprit d'entrepreneuriat. Nous ciblons 2 groupes de personnes. Soit la personne a une idée d'entreprise et quand la personne vient chez nous, elle en ressort avec une entreprise. Soit la personne a déjà une entreprise et quand elle vient chez nous, elle ressort avec une entreprise qui a grandi. Le programme vise à soit créer des entreprises, soit à assurer la croissance des entreprises. Ce programme amène des personnes à voir des opportunités là où il y a des problèmes. Carole a quitté son emploi pour créer une entreprise. Quand Traoré croit booster ses potentialités grâce à ce programme. L'entrepreneuriat, c'est la nouvelle porte de sortie pour la jeunesse parce que les entreprises, il n'y en a pas assez pour reprendre tout ce monde, tous ces jeunes qui ont des diplômes. L'État également ne pourra pas tous les embaucher. Donc il faut forcément se pencher sur l'entrepreneuriat, comme les anglophones ont bien compris, et apporter une valeur ajoutée
comme les Chinois l'ont bien fait. À travers les programmes de formation, toutes ces présentations que nous allons faire aujourd'hui, nous allons bénéficier d'une autre connaissance et une autre technique entrepreneuriale pour nous permettre de booster notre projet vers l'international. Le MBA Entrepreneuriat a formé plus de 52 personnes de divers secteurs d'activité qui aujourd'hui sont installées à leur propre compte. La ville de Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire, s'est inscrite depuis quelques années dans une politique de développement local. Le conseil municipal a fait le point de sa gestion depuis 4 ans. Le maire et son conseil municipal veulent désormais passer à une autre phase, la gestion participative en prenant en compte les préoccupations des populations. Mamadou Kouassi y a assisté pour RTI 1. Une rencontre bilan des 4 ans de gestion de Koné Iliassou à la tête de la mairie de Bondoukou. Un bilan qui porte, selon le maire de la ville aux 1000 mosquées, sur la construction de 10 salles de classe, avec des bureaux, un abattoir moderne, 46 magasins, des terrains de sport de main, les feux tricolores et le reprofilage de 25 km de voirie dans la ville de Bondoukou. Après 4 ans, cap est mis sur les perspectives avec de nouveaux projets de développement. Cette fois, la mairie veut faire plus tout en associant la population. Une gestion participative qui permettra de prendre en compte directement les préoccupations des populations. Pour la mise en œuvre de cette politique, un séminaire de formation est donc organisé par la mairie en collaboration avec l'ONG Délégation Fondation Akoba. Le préfet de la région de Gontougo, Michel Amani Yao, et le représentant du directeur général de la décentralisation et du développement local ont félicité le maire et le conseil municipal pour avoir adhéré au processus de budget participatif qui va renforcer la démocratie locale en impactant le développement. Ils ont invité les initiateurs à accentuer les campagnes de sensibilisation des populations sur la prise en charge de leurs préoccupations. Retour ici à Abidjan, direction le Palais de la Culture de Treichville qui a décidé d'apporter sa contribution au développement du cinéma en Côte d'Ivoire. Les grandes premières des films tournés se feront désormais dans la salle de 1500 places. Un concept cinéma 4 en 1 pour offrir aux cinéphiles les meilleures commodités pour suivre les films de leur choix. On en sait plus avec Issaïo. Bonne nouvelle pour les cinéastes. Le Palais de la Culture de Treichville vient de se doter d'infrastructures adéquates pour les projections de films. La salle François Louga Ernesto Didier de 1500 places est désormais disponible pour la grande première des films. C'est dans cet esprit de promotion des arts de la culture en général et du cinéma en particulier que le ministre a pensé qu'il était bon que des projections puissent se faire à la salle Louga au Palais de la Culture. Les installations ont été faites. Nous avons aujourd'hui l'une des plus belles salles de Côte d'Ivoire, j'allais dire d'Afrique de l'Ouest. Et on peut projeter toutes sortes de films, n'est-ce pas, de qualité. Pour le directeur du Palais de la Culture, il ne s'agit pas de concurrencer les salles privées. Nous sommes en train de faire des ajustements pour que, périodiquement, on puisse projeter les films pour les enfants, pour les adultes. Mais nous ne sommes pas en concurrence avec les salles privées qui ont une vocation promoteur du cinéma dans le cadre du privé. Et nous faisons du cinéma, mais nous faisons aussi de la musique, beaucoup d'autres activités. C'est le Palais de la Culture. Et régulièrement, surtout le ministre a dit qu'il fallait aider pour les premières des producteurs ivoiriens. Un concept inédit, cinéma 4 en 1, est donc né. Il s'agit de réunir en un seul lieu, le même jour, 4 loisirs relevant de 4 domaines différents. Objectif: valoriser le cinéma africain, notamment ivoirien, et mieux faire connaître les métiers du 7e art. Le film Frontières, prix CEDEAO, au dernier FESPACO de la réalisatrice burkinabé, Apolline Traoré ouvre le bal des projections des grandes premières au Palais de la Culture de Treichville. Nous sommes fiers de recevoir ce film ici à Abidjan et de le recevoir ici au Palais de la Culture, dans cette salle que nous avons souhaité équiper pour qu'elle puisse produire et projeter des films. Merci donc à M. Gira Youssouf et à son équipe. Le Palais de la Culture, le ministère de la Culture s'associe à ce vaste projet qui est de valoriser notre patrimoine. À cette grande première des projections de films, sont au rendez-vous la beauté et le glamour avec la promenade en bateau sur la lagune et briller.
Nous sommes à Treichville, je vous invite à y rester. Cette fois, c'est à la bibliothèque des livres pour tous que je vous amène pour assister à la cérémonie de dédicace de l'œuvre dénommée Aïssa, l'arbre à chocolat. C'est une bande dessinée dont l'auteur est Marguerite Aboué. Elle sensibilise la société contre l'exploitation des enfants dans la cacao-culture. Christ Diomandé, Serge Coléa. Voici, on peut aller à l'école le vendredi. Ceux-là, ils sont ici, là, c'est parce qu'ils n'ont pas à manger. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça va leur apporter quelque chose demain. Tu as compris, non? Aïssa, l'arbre à chocolat est une bande dessinée de l'ivoirienne Marguerite Aboué. L'œuvre de 16 pages vient pour éduquer les enfants sur le processus de transformation du cacao en chocolat. Dans cet ouvrage, l'auteur relate son expérience dans la communauté cacaoyère. Cette expérience lui a permis de cerner toute la complexité du problème de la traite et de l'exploitation des enfants. Pour moi, c'est important de me dire, ok, il y a des enfants qui certes ne vont pas à l'école et qui ne font que ça toute la journée. Et ça, effectivement, il faut mettre fin à ça. Ma lutte, c'est voir plus d'enfants à l'école et moins dans les champs. Pour les lecteurs, cet ouvrage est une contribution judicieuse dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. La Côte d'Ivoire doit rester premier producteur mondial de cacao sans le travail des enfants et nous nous engagerons corps et âme pour parvenir à cela. On peut être le premier exportateur et le premier producteur mondial de cacao sans recourir au travail des enfants et c'est dans cet esprit-là que notre initiative s'incorpore. Même l'enfant qui ne sait pas encore lire, il va avoir envie d'aller à l'école et il va comprendre à travers cette bande dessinée combien il est important que l'enfant aille à l'école et qu'il a des droits. Marguerite Aboué, écrivaine, scénariste et réalisatrice, est à sa 17e œuvre pour lutter contre la traite des enfants. 7000 exemplaires de cette bande dessinée seront distribués dans les écoles et dans les bibliothèques. La FINIOE, entendez, la Fédération nationale des Ivoiriens d'origine étrangère et de souche, vient d'organiser une campagne de sensibilisation en vue de réconcilier les Ivoiriens. Une réconciliation nationale axée sur la promotion de la paix pour une Côte d'Ivoire unie et indivisible. Christ Diomandé, Abou Sanogo nous en dit plus. Un seul village, une Côte d'Ivoire unie et indivisible. C'est l'objectif que veut atteindre la Fédération nationale des Ivoiriens d'origine étrangère et de souche, FENIOE, sur l'importance du vivre ensemble. Nous devons nous lever pour dire à nos frères et sœurs de regarder la paix et d'être solidaires, de s'unir, car la paix n'a pas de prix. Une paix durable passe nécessairement par l'amour de la patrie avant l'ethnie. Nous avons un seul village qui est la Côte d'Ivoire, unie et indivisible. Parce que, pourquoi un seul village aussi? Tout simplement parce que les dimanches, vous allez voir que les gens s'asseyent pour faire des réunions de village. Et quand vous arrivez à ces réunions-là, ils n'ont pas les mêmes noms, mais ils viennent du même village. Donc ça veut dire que quand on est du même village, qu'on s'aime et qu'on s'entend, alors moi je considère que tous les Ivoiriens sont du même village qui est la Côte d'Ivoire. L'initiative de la FENIOE, approuvée par l'ensemble des acteurs. Partout où il y a la réconciliation, nous sommes obligés d'être là, donner nos mots de félicitations et d'encouragement. Le président Lassana avait dit que les Ivoiriens devaient se pardonner. Au niveau de PK18, nous sommes levés comme un seul homme. On a touché toutes les sensibilités, tous les groupes ethniques vivants sur PK18 et on s'est réconciliés, on s'est pardonné. Pour promouvoir la paix, la FENIOE élargit sa base. La section PK18 d'Abobo a vu le jour. François Koné a été investi en qualité de président. La FENIOE entend multiplier ses actions sur l'ensemble du territoire national. Fin de la campagne au Libéria, je vous le disais en titre, hier dimanche, le pays a vécu ses dernières heures de campagne présidentielle avec une forte mobilisation des jeunes. Les candidats ont multiplié les grands rassemblements à travers la ville de Monrovia. Gabriel Zani, notre envoyé spécial sur place. La campagne présidentielle a pris fin à Monrovia le dimanche 8 octobre à minuit. Mais 3 jours avant cette date, parades, caravanes, grands meetings de mobilisation sont au rendez-vous pour marquer les dernières heures de cette campagne présidentielle qui aura duré 2 mois à travers le Libéria. Vendredi 6 octobre, des milliers de militants de la coalition pour le changement démocratique de George Weah se rassemblent dans le stade Antoinette Tubman de Monrovia pour attendre le discours de fin de campagne de l'unique ballon d'or africain. Le candidat de la coalition pour le changement démocratique
est accompagné de la sénatrice Joël Oral-Taylor, qui sera son vice-président une fois le candidat élu. Georges Weah tient un bref discours de remerciement pour la grande mobilisation de ses militants, une mobilisation qui tient lieu de messages aux adversaires. Samedi 7 octobre, Alexander Comex convoque un grand meeting de ses militants pour un ultime rassemblement avant le scrutin du mardi prochain. C'est l'un des favoris qui se détache clairement pour cette présidentielle dont la campagne est considérée comme longue et coûteuse par les observateurs. Joseph Boakai, l'actuel vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, fait de même, mais son dernier meeting a lieu dans son QG de campagne. Des milliers de militants scandent, dansent, c'est la fête. Les derniers jours de campagne, les favoris de cette présidentielle libérienne ont fait des démonstrations de solidarité en s'affichant avec le coulisseur au vice-président dans les rassemblements publics. Mais ces rassemblements sont surtout des démonstrations de force dans le comté de Montsorado qui compte plus de 700 000 électeurs sur les 2 200 000 inscrits sur la liste électorale. Dans le comté de Montsorado, chaque vote pourrait faire la différence entre gagner et perdre la présidentielle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur la chaîne qui rassemble.